Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette soirée organisée par l'association Perche Avenir Environnement. Je vous donne tout de suite le menu de la soirée. Nous allons, comme vous le savez, écouter une présentation de Jean Jouzel sur le climat. Sujet ô combien d'actualité au moment où la COP23 se déroule à Bonn et on s'interroge beaucoup sur nos conditions futures de vie. Ça durera à peu près 3 quarts d'heure. Ensuite, nous pourrons poser des questions sales à Jean Jouzel. Et là, on essaiera de respecter une petite règle qui est de faire circuler la parole et d'organiser des questions-réponses. Et puis ensuite, vous êtes bien évidemment tous invités à prendre et à partager un petit verre de l'amitié, manger quelques petites choses au rez-de-chaussée lorsque tout cela sera terminé. Je voudrais demander à la présidente de PAE, Jacqueline Sarren, de nous rejoindre pour présenter à la fois le Perche Avenir Environnement et nous dire un petit mot d'accueil. Bon, bonjour, bonsoir plutôt. Un grand merci. Un grand merci à vous d'être là si nombreux. Donc, je suis Jacqueline Sarren, je suis présidente de l'association Perche Avenir Environnement. Depuis de longues années, notre association œuvre pour la protection de l'environnement. Nous œuvrons pour protéger nos biens communs, une eau propre, un air pur, une alimentation saine et une terre vivante. Une de nos priorités, c'est aussi la sensibilisation et l'information des personnes, d'où notre conférence de ce soir. Donc, je crois que je vais commencer par dire des merci. Je vais donner la parole à Anne-Renelle Bertrand, qui va... Bonsoir, c'est vraiment un très grand plaisir ce soir. Je représente Patrick Rodin, maire de Rémalard-en-Perche, qui malheureusement n'a pas pu se rendre ce soir à cette soirée auquel il aurait été très content d'assister. En tant qu'adjointe au maire à la culture, ça me touche énormément d'avoir cette soirée ce soir ici, dans cette belle salle. Comme vous savez, pour certains qui sont ici, qui me connaissent bien, puisqu'on a fait nous-mêmes, on a créé dans cette salle un nouveau ciné-club avec justement des films sur l'environnement, et c'est vraiment notre thème. Et la culture, c'est aussi l'environnement. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de défendre dans cette salle. Et je remercie bien évidemment Julien Rénal, notre régisseur, qui, avec nous, nous a préparé tout le confort, j'espère, à notre... Vraiment, et merci encore d'être ici. Et je sais qu'il était Porchero, notre ami. Et merci d'être avec nous ce soir. Et merci à vous tous d'être là. Donc des remerciements à la mairie de Rémalard, des remerciements à Anne pour sa disponibilité, des remerciements pour la commission culture, parce que je dois quand même vous dire que nous avons eu le plaisir d'être accueillis gracieusement dans ce bel espace. Donc des remerciements aussi pour ceux qui ont donné de leur temps pour organiser cet événement. Mais quand même, la priorité de mes remerciements, elles vont vers vous, Monsieur Jean Jouzel, qui, malgré un emploi du temps plus que chargé, avait eu la gentillesse d'accepter de venir jusque-là pour nous parler d'environnement. Je vais être brève. Juste pour vous dire que la conférence de ce soir va être filmée, que vous pourrez la voir sur notre blog, que nous vous avons aussi préparé une petite bibliographie sur le sujet. Vous trouverez tout ça dans la salle en bas, les informations. Pour économiser le papier,
laisser pour ceux qui n'ont pas Internet la priorité sur les listes papier qui sont en bas. Mais voilà. Et puis, grand merci encore d'être là. Et puis, vous serez les bienvenus au pot convivial, local. On va vous faire goûter du local. Merci beaucoup. Merci, Jacqueline. Merci beaucoup, Jacqueline. Je sais qu'on ne me présente plus Jean Jouzel, mais je vais quand même dire un tout petit mot pour le remercier d'abord. Vous entendez régulièrement Jean Jouzel sur les antennes, je dirais les antennes radio, télévision, etc. parce que Jean conseille les scientifiques, aide les journalistes à comprendre les enjeux et puis explique sans cesse au public quels sont les mécanismes du climat. Jean est médaille d'or du CNRS, c'est la plus haute distinction en France pour les scientifiques français en 2002 avec Claude Lorius pour des expériences dont vous avez entendu parler sur la glace, puisque un des terrains d'expérimentation de Jean Jouzel, ce fut l'Antarctique et en particulier les forages dans la glace pour essayer de savoir de quoi étaient composées les petites bulles d'air qui sont dans la glace, les analyser et faire parler l'histoire du climat. Et puis Jean a une longue carrière scientifique, et en particulier celle de vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, dont les rapports sont sujets à de nombreuses discussions, font référence et débats. Voilà. Cette conférence est intitulée « Il est urgent d'agir » parce que nous en avons parlé, nous voulions être dans le concret, passer l'étape des constats, c'est aujourd'hui que fait-on. Si Jean attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain, merci à tous ceux qui ont préparé cette soirée, merci Jacqueline et merci Anne pour cet accueil et à tous les membres de l'association qui ont préparé, merci à Leïla aussi, Alain qui nous ont accueillis. Merci. Alors, oui, je vais vous parler de changement climatique. Donc, comme l'a dit Alain, en fait, disons, mon domaine de recherche, c'est plus la reconstruction des climats passés. Mais en fait, je vais plutôt vous parler du futur de notre climat. Alors, dans ce domaine, nous avons des certitudes. Alors, nous avons aussi beaucoup de questions qui restent ouvertes et pas mal d'incertitudes. Mais ce que je vais vous dire, c'est que eh bien, nos certitudes sont suffisantes pour l'action et même une action urgente. Alors, la première certitude, c'est que notre climat, le climat se réchauffe. Le réchauffement climatique est une réalité. Alors, bon, voilà. Donc ici, voici l'évolution de la température depuis 1950. Donc un réchauffement ça c'est au niveau mondial, un réchauffement de plus de 1 degré. Et alors, vous avez donc les 3 dernières années ont été les années les plus chaudes que nous ayons connues depuis en fait 150 ans. Alors vous voyez, les années rouges, ce sont celles qui sont des années El Niño, c'est-à-dire qu'une partie du Pacifique est plus chaude que d'habitude, et ces années eh bien, sont généralement en dessous de la tendance. À l'inverse, quand l'océan Pacifique est plus froid que d'habitude, on appelle ça El Niña, ce sont des années bleues, et c'est en dessous de la tendance. Tout ça est normal, et donc on peut dire effectivement que le fait que 2016 ait été une année record est aussi lié au fait que c'était une année El Niño. Alors il y a aussi des années un peu spéciales, qui sont bien en dessous de la tendance. Ce sont des années où il y a des volcans. Par exemple, c'était le mont Agoud en 63 ou le Pinatubo. Et vous voyez, ces années, il y a un refroidissement par rapport à la tendance. Donc on a déjà dans cet enregistrement vraiment un témoignage d'abord du réchauffement climatique et un peu de certaines de ses caractéristiques. Alors, une autre caractéristique du changement climatique qui est importante, c'est que quand on parle d'un réchauffement de 1 degré, eh bien en fait, il n'est pas du tout homogène. Donc vous voyez, par exemple, toutes les régions où nous sommes actuellement, c'est plutôt entre 1 et 2 degrés, toutes les régions continentales, c'est 2 fois plus important, plus de 2 degrés dans les hautes latitudes, nord, et puis c'est un peu moins important sur l'océan. Donc ça, ce sont des caractéristiques vraiment du réchauffement climatique
tel qu'on le vit actuellement. Et en fait, ce réchauffement climatique, ce n'est pas du tout une surprise, hein, puisque qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à travers, nous modifions, et ça c'est une seconde certitude, nous modifions par nos activités la composition de l'atmosphère. Vous voyez donc le gaz carbonique. Alors là, j'ai mis en avant 3 composés qui sont présents naturellement dans l'atmosphère, mais dont nous modifions les quantités par nos activités. Alors le premier, c'est le gaz carbonique, augmentation de 40% depuis, disons, à peu près 200 ans. Le méthane, ensuite, plus que multiplié par 2. Protoxyde d'azote. Alors pourquoi mettre en avant ces composés? Eh bien parce que ce sont des gaz à effet de serre. Alors la propriété de l'effet de serre, c'est quelque chose de relativement simple. Le rayonnement solaire vous arrive par temps clair sans trop de problèmes jusqu'à la surface de la planète. Il est réfléchi, et là, eh bien, une partie du rayonnement réfléchi est absorbée par les gaz à effet de serre. Alors le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'en modifions pas la quantité directement par nos activités. Et en fait, disons heureusement que l'effet de serre existe, hein, c'est quelque chose plutôt de bénéfique. Sans effet de serre, nous ne serions pas là, la température de la planète serait, disons, de l'ordre de moins 18 degrés. Alors le problème, parce qu'il y a quand même un problème, eh bien, c'est que, en gros, l'augmentation de l'effet de serre, eh bien, se traduit par une augmentation du chauffage. Bien sûr, puisqu'il y a une quantité d'énergie supplémentaire, et en fait, on a augmenté le chauffage de la planète d'à peu près 1%. Vous voyez, de 3 watts par mètre carré, ça représente 1%, et ce chiffre tient compte en fait de l'augmentation de l'effet de serre, mais il y a aussi, à travers nos activités, à chaque fois qu'on, disons, la pollution au sens trivial du terme, hein, celle liée à la pollution automobile, industrielle, la pollution urbaine, eh bien, disons, on injecte dans l'atmosphère des aérosols qui contrecarrent une partie du réchauffement lié à l'augmentation de l'effet de serre, à peu près pour 20%. Tout simplement parce qu'une atmosphère polluée est moins, est moins transparente, mais aussi parce que ces composés jouent le rôle certains de ces composés jouent le rôle de noyaux de condensation, et donc ça change les propriétés optiques des nuages, et ça joue plutôt dans le sens du refroidissement. Alors, comment faire? Ce que l'on sait sur ces gaz à effet de serre, donc j'y reviens, on connaît très bien leur origine. En fait, l'augmentation de l'effet de serre, le principal contributeur, c'est le gaz carbonique, les dioxydes de carbone, et ça, on en produit à chaque fois qu'on brûle du gaz, du pétrole, du charbon, mais aussi du bois, hein, bien sûr, mais dans le cas du bois, évidemment, le gaz carbonique est récupéré lorsque la végétation se reforme. Le méthane, c'est à chaque fois qu'on décompose de la matière organique en l'absence d'oxygène, hein, c'est le cas des rizières, des marais, des décharges, la panse des ruminants. Le protoxyde d'azote, c'est aussi lié, comme le méthane, une partie liée en tout cas aux pratiques agricoles, hein, c'est lié aux engrais, aux fumiers. Voilà, pour vous dire que ces émissions de gaz à effet de serre, non seulement on les constate, on les observe, elles sont importantes, elles sont rapides, et elles sont bien documentées par pays, par secteur économique, par type de gaz à effet de serre, par année. Donc tout cela, c'est très bien documenté. Donc, d'une certaine façon, ce sont nos 2 premières certitudes. En gros, on augmente le chauffage et la température augmente. Donc tout ça, c'est très logique, mais ce n'est pas suffisant pour répondre à la question du lien entre gaz à effet de serre et climat directement. Le plus important dans cette émission des gaz à effet de serre, c'est que cette énergie supplémentaire dont je vous ai parlé, il n'y a que 1% qui est utilisé par l'atmosphère. En fait, l'atmosphère se réchauffe, c'est logique, mais ce qu'il faut surtout faire, c'est regarder ce qui se passe dans l'océan. En effet, l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. 93%, vous voyez, vont dans l'océan. Et en fait, on voit très bien le réchauffement d'océan qui se réchauffe, hein, la quantité de chaleur de façon importante au cours des dernières décennies, et ça se traduit, ce réchauffement des océans contribue à l'élévation du niveau de la mer. En fait, le niveau de la mer s'élève à peu près de 3 mm chaque année, nous sommes sur ce rythme-là, et il y a à peu près 1 mm qui est lié
à ce qu'on appelle l'expansion thermique de l'océan, le fait que l'océan se réchauffe, il se dilate. Et donc, une autre contribution à l'élévation du niveau de la mer, c'est la fonte des glaciers alpins, mais aussi le Groenland, l'Antarctique. Et ça correspond à peu près à la moitié de l'augmentation de l'effet de serre. Tout ça pour vous dire que quand on parle du niveau de la mer, eh bien, on a vraiment deux indicateurs, à la fois le réchauffement de l'océan et puis la fonte des glaciers, qui sont eux-mêmes des indications très claires du réchauffement climatique. C'est pour cela que je dirais que peut-être la donnée la plus convaincante de la réalité du réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau de la mer. Disons ça, c'est vraiment là où va la chaleur, et c'est ce qu'il faut regarder. Évidemment, on voit aussi, chaque année, eh bien, la banquise, par exemple, c'est la glace de mer en Arctique. Vous voyez, il y avait à peu près 10 millions, donc elle est minimale à la fin de l'été. Il y avait à peu près 10 millions de kilomètres carrés au début du siècle dernier, et on est maintenant plutôt à 4-5 millions de kilomètres carrés. Donc ça s'est complètement modifié, et là aussi dans le sens que l'on attend en cas de réchauffement climatique. Donc la question qui se pose ensuite, et donc ce qui nous fait conclure, c'est pour ça que je vous ai parlé de certitude, que le réchauffement est sans équivoque, il est aussi sans précédent. C'est-à-dire que, disons, donc avec mon ami Alain Sirou, on a passé quelques moments avec Laurent Cabrol, dont le cheval de bataille est de parler du Groenland et de ces événements au cours du dernier millénaire. En fait, on montre de façon très claire que, il n'y a pas eu, au moins dans l'hémisphère nord, de période aussi chaude au cours du dernier millénaire que les 30 dernières années. Donc cette idée qu'on peut aller chercher il y a 1000 ans des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui n'est pas exacte, au moins en moyenne hémisphérique. Donc c'est un argument souvent utilisé mais qui n'a pas de base scientifique. Maintenant, la question qui vient par la suite et qui est une véritable question, qui est une question tout à fait légitime, la réponse n'est pas simple. On chauffe plus, les températures augmentent, mais est-ce qu'il y a relation de cause à effet? Quand on regarde les climats passés, effectivement, on peut voir dans le passé lointain, alors pas au cours du dernier millénaire, mais par exemple il y a 125 000 ans, mais il y a encore plus 55 millions d'années, des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui de façon tout à fait naturelle. Et donc il est légitime de se poser la question, est-ce que le réchauffement qu'on vit aujourd'hui n'est pas d'origine naturelle, ou au moins quelle est la part liée aux activités humaines et quelle est la part liée à des causes naturelles. Et en fait, là, on a une réponse très claire dans le dernier rapport du GIEC. Vous voyez, donc, on regarde là le réchauffement qui est depuis les années 50, à peu près 2 tiers de degré. En fait, l'effet de serre tout seul, on expliquerait plutôt 1 degré. Mais comme on a cette contribution de la pollution, plutôt du refroidissement, ce qu'on attend des activités humaines, c'est de l'ordre aussi de 2 tiers de degré. En fait, on voit bien que ce qu'on attend des activités humaines est vraiment du même ordre de grandeur que ce que l'on observe. A l'inverse, si on regarde les causes naturelles de variation du climat, que ce soit les variations d'activité solaire, les volcans dont je vous ai parlé, la variabilité naturelle, eh bien, on n'est pas capable d'expliquer plus d'1 dixième de degré. Donc, c'est très clair que il y a bien de la variabilité naturelle dans le climat, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais depuis, en tout cas depuis une 50aine d'années, nos activités sont en train de prendre le pas sur la variabilité naturelle du climat. Donc c'est ça qui est très important et qui nous amène à la conclusion qu'une large part du réchauffement est due aux activités humaines, à plus de 95 chances sur 100. C'est très clair, nous sommes dans un monde dont nous modifions le climat. Alors si nous regardons vers le futur, il n'y a pas tellement de surprises, disons c'est logique, et là on retombe dans une certitude. Il est certain que si on continue à augmenter l'effet de serre, eh bien le climat va continuer à se réchauffer. Alors évidemment plus ou moins, et disons qu'on va parler d'abord d'un scénario, alors évidemment ça dépend, on comprend bien de ce que l'on va émettre au cours des prochaines décennies et des prochains siècles. Alors on va parler d'un scénario émetteur. C'est un scénario, tout simplement, on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, en fait, dans ce scénario émetteur, on pourra avoir 3 fois plus de gaz carbonique à la fin du siècle qu'il y a 200 ans. Voilà, donc c'est techniquement possible si on utilise les réserves de combustibles fossiles. Voilà, j'espère qu'on n'ira pas par là, parce que 5 degrés à la fin du siècle, c'est un climat complètement différent de celui d'aujourd'hui.
faut bien comprendre que, disons, on n'a qu'un degré de réchauffement depuis le début du XXe siècle. Disons depuis, pour ma génération, moi j'ai regardé des données en Bretagne, c'est plutôt 1,5 degré entre les années 60 et aujourd'hui, et c'est vrai aussi probablement pour cette région, entre disons les années 60, j'avais une quinzaine d'années, et aujourd'hui. Donc, mais à l'échelle d'une génération, de la mienne, ce réchauffement est perceptible. Alors j'avais l'habitude de dire qu'il n'était pas dangereux dans nos régions, mais on voit bien qu'actuellement, eh bien, il suffit de penser à disons, à ces étés précoces, par exemple celui de cette année, 40 degrés au Portugal, et des sécheresses, des périodes très sèches, et avec comme résultat 1060 morts liés aux incendies de forêt. Donc on voit bien que cette idée que même dans nos régions, bien sûr, il y a des régions où le réchauffement climatique est déjà, il y a des régions plus vulnérables que la France, mais même en Europe, ou que l'Europe, mais même en Europe, le réchauffement climatique, je dirais, devient dangereux dans certains contextes. Voilà. Là aussi, évidemment, le réchauffement climatique vers 5 degrés, eh bien, on a la même cas de figure que ce qu'on observe actuellement, des variations beaucoup plus importantes, jusqu'à 10 degrés dans les régions polaires, et plus importantes aussi disons, sur les continents. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Alors, on va regarder maintenant les conséquences de ce... Alors, on va parler surtout de ce scénario. Donc, on va regarder les conséquences de ce scénario. En fait, vous voyez, là, il y a une échelle de conséquences, indétectable, moyen, élevé, très élevé. Il n'y a pas de surprise, si on va vers 4-5 degrés à la fin du siècle, eh bien, toutes les conséquences, disons, quelles que soient les conséquences que nous regardons, on va les regarder 30 secondes, là, eh bien, nous sommes dans disons, avec des risques élevés, très élevés. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, de ces 5 catégories, voilà, dans la première catégorie, donc ça se traite par exemple de l'océan. Un des problèmes pour l'océan, c'est l'acidification de l'océan. Alors, ce n'est pas lié directement à l'effet de serre, mais au caractère acide du dioxyde de carbone, du CO2. En fait, chaque année, on émet actuellement 40 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Il y en a à peu près un peu plus de 10 milliards qui vont dans l'océan. Alors c'est bien, ça permet de ralentir l'augmentation disons, des concentrations de ce gaz dans l'atmosphère, mais c'est aux dépens de l'océan. L'océan s'acidifie, il est déjà 30% plus acide aujourd'hui qu'il ne l'était au début du XXe siècle, et à la fin de ce siècle, eh bien, il risque, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, d'être 2 fois plus acide. Alors 2 fois plus acide, ça ne veut absolument pas dire qu'on pourra plus se baigner, mais la conséquence très claire, c'est que tout ce qui est formé de calcite, de calcaire, ça va des coquilles, disons des coquillages qu'on aime bien, disons, aux récifs coralliens, disons, ont beaucoup plus de mal à se former. Par exemple, les récifs coralliens qui souffrent à la fois des changements de température, ils n'aiment pas tellement, ils sont habitués à une plage de température relativement restreinte, et qui souffrent d'acidification de l'océan, risquent vraiment d'être mis à mal. Alors les extrêmes climatiques, on pourra en parler, disons, bien sûr, c'est en gros de façon, je ne vais pas être trop long, mais les extrêmes climatiques ont tendance à devenir plus extrêmes. J'en donnerai quelques exemples. On pourra parler des cyclones, des sécheresses. Voilà. Alors les populations, la troisième catégorie, évidemment, quand on regarde disons, les conséquences sur les populations, on va évoquer les problèmes de réfugiés climatiques, qui risquent évidemment d'augmenter par rapport à aujourd'hui. C'est toujours très difficile de décider si un réfugié est climatique ou non. Il y a toujours, disons, plusieurs composantes dans la décision de quelqu'un de partir du pays où il vit, mais malheureusement, le climat accentue, disons, ajoute à ces raisons de partir par exemple, dans la région où il n'y a plus de sécurité alimentaire à cause de sécheresse, de la difficulté de ressources en eau, eh bien, c'est vraiment le risque qu'il y a. La sécurité alimentaire, la sécurité au sens trivial du terme aussi, un des risques du réchauffement climatique, c'est l'accroissement du risque de conflit. Et on parle déjà, c'est ce qu'on évoque par exemple pour la Syrie, où il y a eu une série de sécheresses au début dans les années 2000, qui a conduit plus d'1 million d'habitants, disons, à déménager des villes et des campagnes vers les villes syriennes, et ça a ajouté à l'instabilité de ce pays, c'est très clair, il y a beaucoup de discussions, il y a d'autres raisons, mais disons, le climat est aussi une cause d'instabilité dans certains pays. Alors maintenant, on va regarder autour de nous, il y a
bien sûr, hein, vous êtes dans cette association Perche Avenir Environnement très sensible à tout ce qui touche, en gros, notre environnement. Alors je suis très conscient, je suis bien même au conseil, disons, conseil économique, social et environnemental dans la section environnement, et on me reproche toujours de parler trop de climat. Mais oui, bien sûr, c'est ce qu'on m'invite à faire. Je suis très conscient qu'il y a d'autres problèmes environnementaux, perte de biodiversité, modification des écosystèmes, pollution, problèmes de santé et d'environnement. Le problème, c'est que le réchauffement climatique a tendance à les exacerber. Je vous montrerai l'exemple de la biodiversité, mais c'est vrai aussi pour la pollution, c'est vrai aussi pour les problèmes de santé et d'environnement. C'est clair que le changement climatique exacerbe des problèmes qui sont déjà là, hein, bien sûr, mais auxquels il sera plus difficile à faire face. C'est le cas de la pollution, par exemple, dans des étés très chauds, si le réchauffement climatique se met en œuvre. Et puis des phénomènes irréversibles, l'élévation des niveaux de la mer, la fonte du permafrost, de ces sols gelés. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que l'exemple? Quelques exemples plus précis, donc je ne vais pas faire le tour, évidemment, de tout ce que j'ai évoqué avec vous, mais l'élévation du niveau de la mer, bon, ici, c'est peut-être pas au cœur des problèmes, mais vous voyez, donc l'élévation du niveau de la mer, donc là, on arrive à 1 mètre ici, donc jusqu'à la fin du siècle. Dans le cas du scénario émetteur, donc, vous voyez, on arrive à près de 80 cm à la fin du siècle, mais ça va se poursuivre au cours des siècles suivants. Et c'est très clair. Alors ça vous donne aussi des idées d'incertitude. J'aurais pu dire aussi tout à l'heure qu'il y a aussi des incertitudes. Hein, il ne faut pas les oublier. Quand on parle d'une élévation du niveau de la mer de 75 cm, vous voyez, ça va suivant, même avec le même scénario de 50 à près de 1 mètre. Hein, donc, mais dans tous les cas, l'élévation du niveau de la mer dans ce cas-là est importante. Et disons justement, il y a le rapport du GIEC, un nouveau rapport du GIEC, il y a des résultats qui tentent à montrer que ces estimations pourraient être, disons, un peu sous-estimées. Enfin, on a peut-être un peu sous-estimé le risque d'élévation du niveau de la mer. Et surtout, quand on regarde l'élévation du niveau de la mer, eh bien, une fois que c'est lancé, ça ne s'arrêtera pas. Et si le réchauffement est maintenu au-delà de 2 ou 3 degrés pendant plusieurs siècles, eh bien, à l'échelle millénaire, il y a un risque de fonte complète du Groenland, et ça équivaut à 7 mètres supplémentaires d'élévation du niveau de la mer. C'est très important, l'élévation du niveau de la mer, évidemment, ça dépend des régions, mais par exemple, ne serait-ce que 40 cm supplémentaires, ce à quoi on n'échappera pas. Même si on reste en deçà de 2 degrés, eh bien, ça implique que 200 millions de personnes doivent déménager l'endroit où ils vivent. Donc, même si on les protège, il en reste 100 millions qui doivent partir. Donc, vous voyez, ce sont des chiffres très importants, et bien sûr, de toute façon, l'élévation du niveau de la mer dépassera 1 mètre à la fin du siècle prochain, et il y a vraiment des risques pour quelques mètres. Et ça, c'est ce qu'on met en route actuellement par nos activités d'aujourd'hui. Deuxième exemple, eh bien, disons la perte de biodiversité. Donc là, je ne vous demande pas de rentrer dans les détails, mais vous avez 8 catégories faune ou flore. Hein. Donc, vous voyez des arbres, il y a des pictogrammes, des arbres, des plantes herbacées, des mammifères. Et là, c'est la vitesse de déplacement des zones climatiques dans la deuxième partie du siècle, dans le cas d'un scénario émetteur. En gros, on parle c'est dans kilomètres par décennie. En gros, on peut arriver à des vitesses de déplacement des zones climatiques de 70 km, disons 7 km chaque année, disons vers le nord, dans l'hémisphère nord. Et en fait, quand on regarde la vitesse, la capacité de déplacement de ces espèces, eh bien, pour la moitié des espèces, c'est vrai pour les arbres, bien sûr, c'est vrai pour les plantes herbacées, c'est vrai pour les rongeurs, c'est vrai pour les primates. Eh bien, pour la moitié de ces espèces, leur capacité de déplacement est inférieure à la vitesse de déplacement du climat. Donc on comprend bien que ces espèces auront du mal à s'adapter. Donc je crois quand même que c'est très clair. Donc c'est le fait que le climat se déplace rapidement. La perte de biodiversité est déjà un problème, sans évoquer l'aspect climatique. On parle de 6e extinction, mais c'est clair que le changement climatique risque d'accélérer cette perte de biodiversité. Donc, ensuite, le troisième point, je ne vais pas donner trop d'exemples, les rendements agricoles. Alors, on nous dit souvent, oui, mais le réchauffement climatique, il y a des régions qui sont, disons, pour lesquelles ça peut être bénéfique. Et quand on parle de bénéfices, on pense souvent aux rendements agricoles qui, dans certaines régions, c'est vrai, par exemple,
des zones de la Sibérie ou de l'Ukraine qui sont actuellement trop froides, des zones trop froides pour, disons, être productives en blé, peuvent le devenir, c'est exact. Mais quand on regarde les principales cultures, on oublie aussi qu'il y a d'autres régions qui deviennent trop sèches, disons, ou trop chaudes. Au-delà de 30 degrés, pratiquement, on ne peut plus cultiver beaucoup de choses. Eh bien, pour en fait être productive. Et quand on regarde, effectivement, donc ça, ce sont les régions, disons en bleu, on a les régions qui gagnent, jusqu'à plus de 50% de rendement supplémentaire, et puis en marron, eh bien, on a les régions qui perdent, là aussi avec plus de 50% régions supplémentaires de rendement, en fait, de diminution de rendement dans ce cas-là. En fait, les régions qui gagnent et les régions qui perdent, à la fin de la prochaine décennie, elles sont à peu près équilibrées. Il y a effectivement des régions qui gagnent, d'autres qui perdent, mais en termes de productivité agricole, ça n'a pas, disons, globalement, ça n'a pas une influence énorme. Disons, il y a à peu près un équilibre. Mais quand vous allez à la fin du siècle, eh bien, on voit que les régions qui perdent ici, eh bien, prennent nettement le pas sur les régions qui gagnent. Donc, de façon très claire, la productivité agricole sera affectée négativement par le réchauffement climatique. Donc, après, on peut détailler évidemment quelles régions sont affectées. Il y a toujours quelques régions bénéficiaires, et globalement, la productivité agricole mondiale risque de baisser en cas de réchauffement climatique. Alors, quelques mots sur la France. Donc, en France, eh bien, l'année la plus chaude, alors, au niveau mondial, c'est 2016. En France, c'est 2014 qui reste l'année la plus chaude, de façon un peu surprenante, parce que l'été était un peu pourri, mais en fait, on a eu un hiver exceptionnellement doux, ainsi qu'un automne exceptionnellement doux. Et ça, c'était en 2014, et ce qui fait que 2014 est effectivement l'année la plus chaude qu'on ait connue. 2017 a été en France assez contrasté. En fait, dans tout le sud de l'Europe, et c'est vrai pour le sud de la France, 2017 a été l'année record, plus chaude que 2003. Donc 2003 était une année chaude également, mais plus chaude que 2003, que l'été 2003. Mais ce n'est pas vrai. Enfin, nous, on a passé nos vacances en Normandie, en Bretagne. Ce n'était pas un été du tout, disons, chaud pendant juillet et août dans le nord de la France. Le sud de la France, c'était généralement le sud de l'Europe, c'était très chaud. Voilà, donc la France se réchauffe. Vous voyez, donc il y a, ce que je vous dis, dans les années 60, vous voyez des hivers 62-63 qui laissent un souvenir, ou l'été 54, voilà, l'abbé Pierre, on comprend mieux pourquoi c'est l'hiver 54, donc ces années étaient vraiment beaucoup plus froides, donc pratiquement, il y a ce que je dis par rapport aux années 60 aujourd'hui, il y a pratiquement 1,5 degré en France, en moyenne, sur ces périodes. Donc en France également, bon, si vous êtes un peu sceptique, alors il y a d'autres indicateurs qui sont tout à fait pertinents, parce que il suffit de regarder autour de soi, en fait, pour constater que les choses changent. Donc là, voilà les dates des vendanges, donc c'est une moyenne disons, de 5 vignobles, Alsace, Champagne, sud de la France, Châteauneuf-du-Pape et Saint-Émilion. Et vous voyez qu'en gros, en moyenne, eh bien, en particulier depuis les années 80, eh bien, la date des vendanges, et c'est vrai aussi depuis les années 50, la date des vendanges s'est avancée d'à peu près 3 semaines. Donc, toutes choses égales pareil. Donc, le vin reste, il y a une capacité d'adaptation, le vin reste tout à fait de bonne qualité, mais on voit bien qu'une des professions qui sera touchée le plus rapidement par le réchauffement climatique, et bien sûr, elle en est très consciente, c'est la profession viticole. Donc, mais il y a aussi d'autres professions qui risquent d'être touchées. Quand vous voyez là, ça c'est l'enneigement au col de Porte, dans les Alpes, il y a des mesures très précises. Eh bien, il y a une diminution de 6 jours quand on regarde l'enneigement, disons l'enneigement, il y a 6 jours, si on regarde l'enneigement total, il y a une diminution de 6 jours par décennie. Tous les 10 ans, il y a 6 jours d'enneigement en moins dans les Alpes. C'est à peu près vrai pour tous les Alpes. Et si vous regardez l'enneigement supérieur à 1 mètre, c'est encore plus marqué. C'est-à-dire que même si ça reste enneigé, c'est moins enneigé, puisque l'enneigement supérieur à 1 mètre, c'est 15 jours de moins chaque décennie. Pratiquement 1 jour et demi de moins chaque année. Donc, non seulement, bien sûr, la surface, on a l'impression que la surface enneigée
Elle diminue moins rapidement que l'épaisseur totale, mais c'est bien l'épaisseur de neige qui est aussi importante pour faire du ski. Bien, dans ces régions également, les glaciers sont très affectés par le réchauffement climatique. 3 glaciers des Alpes ici, dont vous voyez en gros l'échelle. L'échelle, c'est l'épaisseur, la diminution de l'épaisseur moyenne du glacier. On parle de bilan de masse. Et vous voyez que tous ces glaciers ont perdu jusqu'à 50 mètres pour Saint-Sorlin, d'épaisseur moyenne, 30 mètres pour Géboulaz et pour Argentière. Donc, c'est vraiment des caractéristiques très, très claires du climat en France qui se réchauffe. Alors, ce réchauffement va se poursuivre, là aussi, je me place toujours, si on se place dans le cas d'un scénario émetteur, c'est ce que je fais là, eh bien, ce scénario émetteur, là, les températures, c'est largement autour de 5 degrés, donc plus chaud, ça c'est l'isoline 5 degrés, entre 5 et 6 degrés plus chaud sur la partie est de la France, et plus important l'été, un peu moins dans toutes les régions qui sont sous l'influence océanique, les régions ouest. Mais ça reste vraiment extrêmement marqué, et je le redis, un climat complètement différent de celui que nous vivons aujourd'hui. Et cela, c'est pour la deuxième partie de ce siècle. Donc, un point important qui illustre, je ne vais pas trop en montrer sur les cyclones, mais un point important, c'est de bien comprendre, enfin, j'essaye d'illustrer un point qui est important, c'est que, disons, quand le climat moyen se réchauffe, eh bien, les extrêmes climatiques varient de façon plus importante. C'est un peu... et ce message, il est assez clairement exprimé ici. Alors là, ce qu'on regarde, donc c'est la... Alors chaque année, en fait, dans chaque station météo, vous avez une température record. Donc elle a pu, être observée que sur une ou deux journées depuis 50 ans. Mais il y a une température record dans chaque station météo. Évidemment, c'est l'été. Ça, c'est clair. Et vous voyez qu'en fait, actuellement, les températures records eh bien, sont pratiquement, où qu'on soit en France, de l'ordre de 42 degrés. Donc même ici, il y a forcément eu une journée où il y a eu plus de 40 degrés. Je ne sais pas si c'était en 2000. Mais si on regarde maintenant, après 2050, dans le cas des scénarios émetteurs, ces températures records, alors je l'ai dit, dans ce cas-là, le réchauffement moyen est de l'ordre de 5 degrés, et bien ce qu'on observe, c'est que les températures records, elles, ont plutôt tendance à augmenter de 10 degrés. Donc on passe, voire même plus. Dans l'est de la France, on pourrait passer à des températures records voisines de 55 degrés. Donc, bien sûr, c'est des températures qui ne surviennent qu'une fois de temps en temps, même pas tous les étés et pas sur une période très courte. Vous voyez qu'on change de monde. C'est très important, surtout que, et ça c'est un des problèmes du réchauffement climatique, disons, s'ajoute, disons, dans les métropoles. Vous êtes bien ici, il n'y en a pas. C'est plus facile peut-être de s'adapter. Enfin, je veux dire, la végétation aide à l'adaptation qui est autour de nous, mais ce n'est pas le cas c'est le contraire dans les métropoles qui disons, absorbent beaucoup de chaleur et la restituent la nuit. Eh bien, il y a des effets d'îlots de chaleur urbain. Par exemple, dans la région parisienne, c'était vraiment de 2 à 7 degrés entre le centre de Paris et, disons, la grande région parisienne. Donc on voit bien que s'ajoute à cela l'effet de chaleur urbain qui est vraiment extrêmement marqué, qui est aussi un risque et qui posera effectivement donc un des problèmes en France vis-à-vis d'adaptation au réchauffement climatique, c'est vraiment ces canicules estivales, en particulier évidemment dans les métropoles, auxquelles il sera plus difficile de faire face. Un autre point maintenant, les précipitations. Alors c'est important évidemment, quand on regarde le climat, il n'y a pas que les températures, mais si on regarde les précipitations, alors là vous voyez c'est donc la France, Espagne, c'est la Méditerranée. Donc là vous avez la moyenne annuelle, l'hiver et l'été. Les zones marron sont des zones où les précipitations diminuent jusqu'à moins 50%, moins 30%. Les zones en vert sont des zones où les précipitations augmentent. C'est vrai, c'est le cas sur le nord de l'Europe. Et vous voyez, c'est que l'été, eh bien, les précipitations diminuent sur tout le pourtour méditerranéen et il y a une augmentation de l'évaporation, ce qui fait évidemment des difficultés d'accès en eau. L'hiver, c'est le contraire, il y a beaucoup de précipitations sur le nord de l'Europe, ce qui n'a aucun intérêt, puisque généralement il y a déjà assez de précipitations dans cette région, mais disons, augmente clairement le risque d'inondation.
Donc vous voyez, c'est un des problèmes pour la France, en tout cas, ce risque de diminution des précipitations sur le sud de la France en particulier. Donc moins de précipitations en été, plus d'évaporation, avec des conséquences sur les ressources en eau, évidemment sur l'agriculture. Donc actuellement, l'agriculture dans certaines régions utilise plus de 80% de l'eau disponible. Il faut bien avoir ça en tête. Évidemment, quand on parle à ces régions sur le coteau méditerranéen, des régions, disons qui, bien sûr, ces caractéristiques toucheront une partie de l'Afrique avec, évidemment, le risque, disons, carrément de famine, on en parle déjà actuellement, et de réfugiés climatiques liés à des conditions de vie quasiment impossibles dans certaines régions du nord de l'Afrique, et puis, ce qu'on a déjà vécu, le risque d'augmentation des feux de forêt. Par exemple, quand on regarde le risque de feux de forêt, des régions comme le centre et l'ouest de la France, et je dirais jusqu'ici, qui actuellement n'ont aucun risque, ils ont très peu de risque de propagation de feux de forêt, deviendront un risque. Alors il y a 5 niveaux de risque, mais des régions comme le centre et l'ouest de la France, peut-être même jusqu'ici, deviendront un risque, pas le risque le plus élevé, mais le risque de feux de forêt alors qu'elles n'y sont pas actuellement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je vais essayer de vous dire qu'il y a urgence, je ne vais pas être trop long. Effectivement, il y a vraiment urgence et il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est ce qui a été décidé à Paris, à savoir qu'il faut tout faire pour limiter le réchauffement climatique. Et on parle de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et donc, avec l'idée que, évidemment, si on y arrive, eh bien, quelles que soient les conséquences qu'on regarde, les effets seront soit indétectables, soit moyens. C'est un climat différent de celui d'aujourd'hui. 1 degré, 1,5 degré supplémentaire, mais l'idée c'est que si on y parvenait à limiter le réchauffement climatique même à 2 degrés, eh bien ça permettrait de s'y adapter pour l'essentiel. Mais je l'ai dit, il y a des conséquences comme l'élévation du niveau de la mer, même 1 degré supplémentaire, 1,5 degré supplémentaire, c'est quelque chose de très perceptible et ça sera, il faudra s'y adapter, mais c'est bien l'idée de l'accord de Paris de limiter de façon à pouvoir s'adapter. Le problème, c'est que si on veut faire ça, eh bien, les conséquences, les conditions pour réaliser, disons, pour tenir cet engagement, pour, disons, respecter cet objectif, sont extrêmement difficiles à tenir. En gros, je ne sais pas, eh bien, nous n'aurons plus que 20 ans d'émissions de gaz carbonique au rythme actuel. Nous n'aurons plus que 20 ans d'utilisation des combustibles fossiles au rythme actuel. En fait, ce qu'il faut faire, en gros, si on veut être capable de limiter à 2 degrés, eh bien, disons, ça dépend largement de la quantité, la quantité de gaz carbonique qui nous reste à émettre. Il ne faut pas émettre plus de 800 milliards de tonnes de gaz carbonique, on en émet 40 chaque année, si on veut rester en deçà de 2 degrés, et ceci en admettant que les autres gaz à effet de serre n'augmentent pas. Ce qui est difficile parce que, disons, si on a une population de 10 milliards d'habitants, on comprend bien que les émissions de méthane et de protoxyde d'azote, liées en partie disons, à l'agriculture, à la production agricole, risquent d'augmenter. Mais c'est avec cette hypothèse. Donc, en fait, ça équivaut à deux types. Alors, c'est un changement complet de mode de développement, il faut bien le comprendre, et puisque si on veut, disons, les réserves de combustibles fossiles, ce qui est facilement accessible actuellement, c'est plus de 5000 milliards de tonnes de CO2. En gros, il faut utiliser moins de 20% de ce qui est facilement accessible des réserves fossiles, des réserves facilement accessibles de charbon, de gaz et de pétrole. Il faut en gros laisser les combustibles fossiles là où ils sont. Donc il faut complètement changer le mode de développement. Ensuite, c'est possible. Donc il y a urgence évidemment. Il faut une stabilisation rapide des gaz à effet de serre. En gros, si possible, il faudrait vraiment que les émissions soient stabilisées en 2020, si on veut garder des chances de stabiliser en deçà de 2 degrés, puis divisé par 3 entre 2020 et 2050. Donc c'est une diminution de 5 à 6% chaque année. Donc il faudrait que tous les investissements que nous faisons aujourd'hui s'inscrivent dans une stratégie de lutte contre le réchauffement climatique et puis atteindre la neutralité carbone dans la seconde partie de ce siècle. Et dans la plupart des scénarios, il y a même nécessité de recourir à des émissions négatives, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen pour enlever du CO2 de l'atmosphère. On parle par exemple à travers la végétation, mais c'est plutôt, ça tient du rêve actuellement. C'est très clair, mais c'est ça les conditions. C'est-à-dire qu'il ne nous reste plus que 20 ans
d'utilisation des combustibles fossiles. Et si on ne change pas tout de suite de mode de développement, eh bien, il est clair que, disons, les jeunes d'aujourd'hui, puisqu'on parle de la deuxième partie du XXIe siècle, on ne parle pas des générations futures, les jeunes d'aujourd'hui risquent de connaître des réchauffements supérieurs à 2 degrés. Donc techniquement, ce qui est important, c'est que c'est techniquement possible, économiquement viable, mais très difficile. Alors techniquement possible et économiquement viable, on en parlera, mais voilà un exemple, disons, l'exemple de l'énergie. Donc l'exemple de l'énergie, donc je vais vous parler de... Donc ça, ce sont des scénarios. Comment faut-il modifier? Si vous avez de l'argent, où est-ce qu'il faut le mettre pour être efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique? En gros, ça, on parle de la prochaine décennie. Ça, c'est donc le bleu, c'est l'ensemble des pays OCDE, non-OCDE, donc l'ensemble des pays. Et vous voyez, ce qu'il faut faire, si on veut lutter de façon efficace contre le réchauffement climatique, il faut modifier les flux d'investissement. Et là, on parle de 600 milliards supplémentaires ou 700 milliards supplémentaires de dollars chaque année, d'euros. Et le premier levier, c'est l'efficacité énergétique. C'est très clair. Le second levier, eh bien, il faut évidemment désinvestir. Il faut désinvestir des combustibles fossiles, aussi bien de l'extraction que de son utilisation, sauf si on réussit à piéger, à stocker le gaz carbonique. Ça, mais c'est pas opérationnel pour le moment et ça risque de ne pas se mettre en œuvre, sauf si on récompense ceux qui le font, ce qui veut dire qu'on n'y arrivera pas s'il n'y a pas de prix au carbone. Dans ces scénarios, il n'y a pas beaucoup d'investissements, il y a toujours des investissements dans le nucléaire. Ce sont des variations des flux d'investissement. Donc, mais relativement grand changement, bien sûr, c'est les énergies renouvelables qui se développent dans ces scénarios et la part de l'électricité devient plus importante dans l'énergie. Mais je rappelle que l'énergie, c'est électricité plus mobilité plus chaleur. En France, la première source d'énergie, actuellement et de loin, ça reste les combustibles fossiles. Alors, un des points qui est important, c'est que dans l'accord de Paris, dont je vous ai parlé, eh bien, le secteur financier est très clairement invité à rendre les flux financiers compatibles avec un scénario, avec ce type de scénario. C'est-à-dire qu'il y a une invitation très claire des Nations Unies vis-à-vis du secteur financier en leur disant faites modifier vos investissements dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc quelques mots sur l'accord de Paris. Eh bien, cet accord, c'est 2015, c'était il y a 2 ans, ou un peu moins maintenant. Donc voilà, donc les points forts de cet accord, évidemment, c'était un succès logistique. Je pense que le véritable point fort, un succès diplomatique également, il y a, disons, avec 150 chefs d'État et de gouvernement. Donc je pense que le principal succès de l'accord de Paris, c'est le fait que c'était un accord quasi universel. Alors, il faut bien voir que c'était un accord quasi universel parce que, disons, les Nations Unies, la Convention climat n'a pas imposé aux pays d'objectifs. Il a simplement demandé aux pays ce qu'ils pouvaient faire ou voulaient faire pour lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter. Donc ce sont les engagements. Le problème de cette méthode est tout à fait intéressante parce que tous les pays ont proposé quelque chose et comme leur proposition n'était pas discutée, eh bien tous les pays ont signé en fait l'accord de Paris, sauf la Syrie qui est en train de le signer, paraît-il d'ailleurs, et je crois le Nicaragua parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas assez ambitieux. Le revers de la médaille dans ce cas-là, évidemment, c'est que si vous demandez aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'ils peuvent faire, eh bien, il n'y a pas beaucoup de raisons pour que les engagements soient, disons, suffisants par rapport à l'objectif. Et c'est là où nous en sommes. En fait, dans l'accord de Paris, c'est très clair que les engagements ne sont pas du tout suffisants par rapport à l'objectif 2 degrés. Pour le moment, eh bien, on est plutôt parti. Alors en gros, de façon claire, ce qui est inscrit dans l'accord de Paris, c'est que, disons, vers 2030, on ira vers 55 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Alors, disons, en gros, alors qu'il faudra aller vers 40 si on veut rester en deçà de 2 degrés. Alors, on a 35 à 40% d'émissions en trop par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire 2 degrés. On est plutôt, vous voyez, sur une trajectoire 3 degrés et demi. Donc c'est un intermédiaire entre les deux scénarios que je vous ai montrés, mais on est loin du compte. C'est un climat vraiment complètement différent de celui d'aujourd'hui. Alors ça, disons, l'accord de Paris a le mérite de le reconnaître, et l'accord de Paris, évidemment, s'inscrit
a inscrit une clause de révision. C'est-à-dire que cet accord de Paris dit clairement que son ambition doit être relevée. Et l'idée qui a donc, la conférence de Marrakech l'an dernier a permis de... il a été décidé que l'accord de Paris lui-même et sa mise en œuvre devraient être bouclés pour 2018 et que les années 2019 on commencerait en 2018-2019 à discuter de la façon dont on pourrait relever l'ambition. Et c'est là que le retrait des États-Unis pose vraiment un problème. Parce que, évidemment, si en 2019-2020, eh bien, la Convention climat demande aux pays de relever leur ambition, leurs engagements, ça sera très dur si les États-Unis, que le deuxième pays émetteur, ne sont pas, disons, dans le bateau. Donc on voit bien la difficulté, disons, le véritable problème avec le retrait de Donald Trump, c'est pas forcément aujourd'hui, ou même cette année, les Américains sont toujours à la Convention climat, mais c'est vraiment ce qui risque d'arriver au moment de, disons, en 2019-2020 et au-delà. Donc, on voit bien que c'est très très dur, ce retrait des États-Unis, met la Convention climat disons, en difficulté, puisque la force de cette convention, c'était vraiment de l'accord de Paris, c'était son caractère quasi universel. Et donc, les États-Unis, en sortant, ont rayé, disons, puisque c'est quand même un pays important, le plus important en termes économiques, ont rayé ce caractère universel de la conférence de Paris, d'autant plus que, disons, on comptait beaucoup sur les États-Unis pour contribuer à ces 100 milliards de dollars promis par les pays développés vis-à-vis des pays en voie de développement pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter. Donc on comptait beaucoup pour les États-Unis et c'est évidemment l'objectif de la conférence qu'Emmanuel Macron va mettre sur pied, ils ont prévu le 12 décembre prochain, autour des problèmes de financement. Donc c'est un vrai problème. Le retrait des États-Unis est véritablement un très gros problème par rapport à l'objectif de la Convention climat. Alors où en sommes-nous? Eh bien, voilà, donc il y a un rapport récent, que je ne vais pas dedans, vous voyez, ce fossé est effectivement à peu près, il est confirmé, hein, donc il est à peu près de 15 milliards de tonnes, ça dépend, enfin 12 milliards de tonnes pour 2 degrés, si on veut rester en dessous de 1,5 degré, il y a près de entre 16 et 19 milliards de tonnes en trop, et donc c'est vraiment, il faut vraiment faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement, surtout que même par rapport à leurs engagements, certains pays sont plutôt en retard. Donc qu'est-ce qui se passe à la conférence de Bonn cette année? Elle a évidemment son importance, mais normalement celle de l'an prochain, 2018, sera plus importante, elle sera à Katowice en Pologne. Donc cette année, il y a effectivement cet engagement de terminer. Il faut définir les règles d'application de l'accord de Paris. Donc ça, c'est assez technique, mais ça va être l'objet de beaucoup de discussions à Bonn. C'est l'objet de beaucoup de discussions. Il faut commencer à préparer la réunion de 2018 où se mettra en place ce qu'on appelle un dialogue de facilitation. C'est-à-dire que tous les pays vont se mettre ensemble et regarder où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer l'ambition. Et puis, par exemple, les îles Fidji, qui en assurent la présidence, ont mis en priorité tous les problèmes d'adaptation au réchauffement climatique. On comprend ces pays, c'est l'adaptation au réchauffement climatique qui est au cœur de leurs difficultés, de leurs problèmes face par rapport de leur action, je dirais, face au réchauffement climatique. Alors, où est-ce qu'on en est aussi en termes d'émissions? Je pense qu'il faut, je souhaite terminer par une note un peu optimiste. Quand on regarde les données d'émissions de gaz carbonique viennent d'être publiées pour 2016, et vous voyez que sur les 4 dernières années, il y a, disons, une stabilisation des émissions de gaz carbonique. À peu près une stabilisation. Pourquoi? Parce que le premier pays émetteur, la Chine, ça décroît, les émissions de gaz carbonique, de dioxyde de carbone décroissent en Europe, aux États-Unis, elles croissent en Inde et dans d'autres pays. Là, il y a tout le détail des pays, mais la Chine, premier pays émetteur, elles ont tendance à, disons, de plus augmenter. Donc c'est l'espoir, cette idée qu'il faudra atteindre le pic d'émissions d'ici 2020 reste possible, mais il y a quand même une difficulté parce que les émissions des autres gaz à effet de serre, par exemple les concentrations de méthane, vont continuer à augmenter.
Les concentrations de CO2 aussi continuent à augmenter. Donc d'ailleurs, elles ont augmenté très rapidement entre 2015 et 2016. Les émissions continuent à augmenter, les concentrations, mais je dirais atteindre le pic d'émissions d'ici 2020 reste possible. Et c'est évidemment un autre problème que de diminuer ensuite, de diviser par 3 à horizon 2050. Il nous faudra absolument, mais il faut une véritable révolution dans notre mode de développement. Le dernier point, donc, c'est un dernier point, donc un peu de publicité. Donc effectivement, tout ce que je vous ai raconté là, nous le racontons à peu près, c'est un peu le fil rouge d'un livre qui va sortir le 29 novembre chez Jacob avec Pierre Laroutourou. Voilà, donc l'idée qu'on défend, c'est qu'effectivement, l'urgence climatique est bien là. Pour réussir, c'est toujours possible, mais il faut vraiment des investissements massifs. Donc, on parle de 1000 milliards pour le climat, pour l'Europe, et c'est à peu près 2% du PIB, ça serait 45 milliards pour la France. Ce qui est intéressant, c'est que ces 1000 milliards pour l'Europe, eh bien, dont on défend l'idée dans ce livre avec Pierre, eh bien, c'est vraiment disons, le chiffre que donne aussi la Cour des comptes européenne. Il faudra un peu plus de 1000 milliards de dollars en Europe chaque année investir pour vraiment la lutte contre le réchauffement climatique. Ceci étant, ces investissements sont largement créateurs d'emplois. Donc, ce n'est pas des investissements comme ça, c'est pas. Donc, quand on parle on parle par exemple, l'ADEME a annoncé récemment le chiffre la semaine dernière, je crois, de 900 000 créations d'emplois liées à la transition énergétique en France. Donc, c'est quelque chose, ce n'est pas, disons, quand on parle d'investissement on va parler d'investissement dans le bâtiment, dans les transports, voilà, donc voilà où nous en sommes. Donc, je ne veux pas être trop pessimiste, mais si on veut rester en 32 degrés, c'est bien l'idée de cette soirée, et c'est important, je crois. Il faut agir tout de suite et de façon extrêmement volontariste et tous ensemble. Voilà, merci beaucoup.